Bonjour et bienvenue dans ce deuxième chapitre de management en classe de première technologique, spécialité STMG. Comment appréhender la diversité des organisations? Alors vous avez dû remarquer que cette vidéo va être beaucoup plus longue que la vidéo précédente et elle va faire partie d'ailleurs des vidéos les plus longues de la série, étant donné que ça va être un chapitre assez long. C'est dans ce chapitre qu'on va étudier les spécificités et les caractéristiques surtout des différents types d'organisations. Les trois types d'organisations, vous les avez dans le sommaire. Séance 1, les entreprises privées. Séance 2, les organisations publiques. Et séance 3, les organisations de la société civile. Donc on va les étudier l'une après l'autre. Et voilà, après on va passer à la partie management. Alors, première partie, première séance, les entreprises privées. Déjà la définition, une entreprise privée, c'est une organisation qui combine des facteurs de production en vue de proposer des biens et des services marchands sur un marché et de réaliser un profit. Alors, on va un petit peu réexpliquer les petits morceaux de cette définition. Tout d'abord, facteurs de production, alors ce sont les facteurs travail et facteurs capital. Ça, c'est dans le cours d'économie, ça n'a rien à voir avec le management. Donc, étudiez votre cours d'économie. Un bien, la distinction entre un bien et un service. Un bien, c'est un produit qui est réel, qu'on peut toucher, qu'on peut stocker. Et un service, c'est un produit que l'on ne peut ni toucher ni stocker. Je me doute que vous connaissez très certainement, j'en suis totalement sûr, que vous connaissez la différence, que vous arrivez à différencier un bien d'un service. Seulement, peut-être ce qui peut vous poser problème, ça va être capable de les définir, de définir cette différence. C'est pour ça que je vous donne cette distinction ici. Et enfin, en vue de réaliser un profit, ça permet d'assurer ce qu'on appelle la pérennité. Pourquoi? Je vais vous expliquer le profit maintenant. Le profit vient de la finalité économique des entreprises. C'est la finalité principale. C'est ce qu'on appelle aussi finalité lucrative, même si je préfère qu'on ait l'habitude de dire finalité économique et but lucratif, et pas mélanger les termes et dire finalité lucrative. Non, finalité économique, but lucratif. Lucratif, hein, c'est se faire de l'argent, en gros. Alors d'où vient ce profit? En comptabilité dans les entreprises, on a ce qu'on appelle un compte de résultat. C'est un document qui récapitule les produits, donc les recettes, et les charges, les dépenses de l'entreprise sur un an. Lorsqu'il y a plus de produits que de charges, on réalise un profit. C'est cette différence. Si vous avez gagné 1000 euros et que vous en avez dépensé 900, vous faites un profit de 100. Grâce à ce profit, il va être réinvesti dans l'entreprise et donc il permet ensuite d'investir dans des machines, dans des nouveaux appareils, etc. Et cet investissement que vous faites, ça va permettre à l'entreprise de vivre plus longtemps et donc être pérenne. Ce qui fait que le profit entraîne la pérennité. Voilà la finalité principale des entreprises, la finalité économique. Alors, les entreprises peuvent avoir aussi d'autres finalités. Depuis quelques décennies, ça commence enfin à venir, on ne considère plus les entreprises uniquement comme des machines à faire de l'argent. Ça reste leur but principal, mais il peut y avoir d'autres finalités. Une finalité sociale, ce sont des entreprises qui accordent une importance au bien-être des salariés, donc leur donner de bonnes conditions de travail, par exemple, de bonnes perspectives d'évolution, une sécurité de l'emploi, etc. Et aussi le bien-être des fournisseurs et des clients. Ça, c'est une finalité sociale. Finalité sociétale, c'est une implication en faveur de la société par la mise en œuvre d'actions au niveau humanitaire, caritatif ou culturel. Et environnementale, c'est tout ce qui est procédures et solutions pour préserver l'environnement. Je pense que vous avez dû vous en douter. Donc tout ce qui touche à la réduction des déchets, réduction de la consommation d'énergie, recyclage, etc. Et tout ça, ces trois finalités ensemble, ça correspond à ce qu'on appelle la RSE. Alors vous n'êtes pas obligé de les avoir les trois, au moins en avoir l'une des trois, vous êtes dans une démarche RSE. RSE, responsabilité sociale et environnementale. C'est quelque chose qui est très en vogue depuis plusieurs années maintenant, qui consiste à montrer que l'entreprise ne fait pas juste du profit, qu'elle cherche aussi à faire du bien autour d'elle. Et ça, c'est très souvent quelque chose qui vous permet d'avoir une très bonne image dans la société. Encore faut-il que vous le fassiez sincèrement, bien sûr. Passons maintenant à la caractérisation des entreprises privées, donc des éléments qui nous permettent de mettre en place des caractéristiques pour définir les entreprises privées. Le premier élément, c'est la taille de l'entreprise que l'on peut déterminer grâce à son nombre de salariés. Il existe quatre critères, enfin plutôt quatre notions. Les TPE, les très petites entreprises, ce sont les entreprises qui ont entre 0 et 9 salariés.
les PME, petites et moyennes entreprises, entre 10 et 249 salariés, les ETI, entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés, et enfin les GE, les grandes entreprises avec plus de 5000 salariés. Peut-être que certains d'entre vous ont connu aussi le terme de TGE, très grandes entreprises. Ça vient en fait d'une ancienne caractérisation qui n'est plus utilisée maintenant. Ça a été mis à jour il y a quelques années. Maintenant, on utilise ces 4 termes. TPE, PME, ETI, GE. Ensuite, le secteur d'activité. Il existe 3, même 4 secteurs d'activité, mais je vais vous donner déjà les 3 premiers. Le secteur primaire, ce sont les entreprises qui exploitent les ressources naturelles. Ça, c'est les entreprises d'agriculture, de pêche, de mines, etc. Le secteur secondaire, lui, il ne récupère pas les matières premières, il les transforme. Ce sont les industries. Donc les usines, par exemple, c'est du secteur secondaire. Quand il y a une transformation de matières premières en produits finis, on est dans le secteur secondaire. Et enfin, le secteur tertiaire, lui, c'est tout ce qui est service. Donc c'est le secteur le plus présent de nos jours. Il existe aussi un secteur quaternaire, donc quatrième secteur quaternaire, qui lui correspond à toutes les entreprises en rapport avec le digital. Ensuite, le type de production. Alors, il y a déjà 2 types de production de base, production de biens ou production de services. Ça, on avait vu déjà dans la définition. La production de services, il n'y a pas vraiment de choses importantes à retenir. Par contre, pour la production de biens, il y a 3 types de production. La production à l'unité, c'est-à-dire vous fabriquez en une seule fois à la commande vos produits. En série, c'est-à-dire les biens sont standardisés, on le fabrique en grand nombre, c'est par exemple tout ce qui est usine avec une chaîne de production qui fabrique constamment. Ça, c'est en série. Tous les biens sont exactement identiques. Et enfin, encore plus loin, c'est la production en continu, où là, l'usine tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on produit de façon ininterrompue. Dernier élément caractéristique, le champ d'action géographique. Alors ça, c'est très simple, c'est quelle est la zone d'action au niveau géographique de l'entreprise. Est-ce que c'est local, régional, national, européen aussi, ou international? Voilà les 4 caractéristiques, les 4 éléments caractéristiques pour les entreprises privées. Le nombre de salariés, le secteur d'activité, le type de production, le champ d'action géographique. Donc si on vous demande ça, par exemple, à l'examen ou dans n'importe quel exercice, vous devez être capable de dire si l'entreprise est une TPE, PME, ETI, grande entreprise, en justifiant, quel est son secteur d'activité en le justifiant, quel est son type de production en le justifiant, et enfin son champ d'action géographique en le justifiant. On peut maintenant passer à la séance 2 sur les organisations publiques. Alors, avant de rentrer exactement dans le détail des organisations publiques, il faut absolument expliquer ce qu'est le service public, vu que les organisations publiques travaillent dans le service public. Alors, qu'est-ce que c'est que le service public? Ce sont toutes les activités qui sont prises en charge par les organisations publiques, donc les administrations, les collectivités territoriales, donc ça c'est les régions, les départements, les communes, et enfin les entreprises publiques. Donc, vous voyez déjà, je vous ai déjà donné un critère, 3 statuts juridiques, on peut dire, pour les organisations publiques. Vous avez administration, collectivité territoriale et entreprise publique. Je vous spoil un peu la suite en gros. Alors la finalité de toutes ces activités, c'est de satisfaire l'intérêt collectif de l'ensemble de la population, donc l'intérêt général. Ça, c'est la finalité, le but d'assurer un service public. Et ça peut se faire de 2 manières. La première, c'est simplement en assurant des missions de service public. Il existe 4 types de missions de service public. Les services publics d'ordre et régulation, tout ce qui touche à la défense nationale, la justice, la protection civile. Le service public de protection sociale et sanitaire, la sécurité sociale, le service public hospitalier. Actuellement, nous sommes dans la période du Covid-19. Vous vous doutez bien qu'ici, tout ce qui est protection sociale et sanitaire, c'est très très actif. Le service public à vocation éducative et culturelle, enseignement, service public audiovisuel. Ce que je suis en train de vous faire là, la vidéo que vous êtes en train de voir, rentre dans le service public de vocation éducative et culturelle. Et enfin, du service public économique, comme par exemple les transports, quand ils sont gérés par une organisation publique. L'autre manière de satisfaire cet intérêt collectif, c'est de gérer des biens publics. Alors, un bien public, c'est un bien dont l'utilisation par un individu n'empêche pas son utilisation par d'autres. C'est par exemple les lampadaires dans la rue, les bancs publics, etc. Pour être un bien public, il faut répondre à 2 critères. Déjà le critère de non-rivalité, c'est-à-dire le fait que consommer le bien par un individu, ça n'empêche pas un autre de le consommer. Si je prends l'exemple du lampadaire, c'est pas parce que vous passez sous le lampadaire qu'il ne peut pas y avoir une autre personne qui passe sous ce lampadaire aussi.
Il n'y a pas de rivalité là-dedans. Et enfin, la non-exclusion, personne ne peut être privé de consommer ce bien. Il ne peut pas y avoir une personne qui n'a pas le droit de passer sous le lampadaire. Il ne peut pas y avoir une personne qui n'ait pas le droit, normalement, de pouvoir s'asseoir sur un banc public. Voilà, ça, c'est le principe du bien public. Non-rivalité et non-exclusion. Le service public répond aussi à 3 principes. Le principe de continuité, le principe d'égalité et le principe d'adaptabilité. La continuité, c'est le fait de pouvoir répondre aux besoins d'intérêt général sans aucune interruption. Le service public ne doit pas s'arrêter. L'égalité et l'équité, c'est une égalité dans le droit d'accès au service public, mais aussi, et ça on a tendance à l'oublier, la participation aux charges. Tout le monde doit pouvoir de façon équitable participer aux charges selon ses revenus, donc le financement du service public. Et enfin, l'égalité de traitement, tout le monde doit être traité à la même enseigne. Et enfin, l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est le fait que le service public doit suivre les besoins des usagers ainsi que les évolutions techniques de la société. Dans les organisations publiques, on a aussi le cas de ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Alors, qu'est-ce que c'est que le partenariat public-privé? C'est un mode de gestion dans lequel l'État fait appel à des organisations privées pour financer, construire ou rénover, puis gérer des biens publics et assurer un service public à sa place. Retenez surtout que le partenariat public-privé, c'est assurer un service public en partenariat entre l'État et une entreprise privée. Donc on peut trouver ce qu'on appelle le marché public, qu'on appelle parfois marché de partenariat, mais la plupart du temps on utilise le terme de marché public. Dans ce cas, l'organisation privée qui a été choisie reçoit un paiement de l'État ou de la collectivité territoriale en contrepartie de sa prestation, le reste du financement étant à sa charge. Là, je vous ai mis la construction et la gestion des prisons, mais ça marche pour un petit peu n'importe quel bâtiment public. C'est pas l'État qui va le fabriquer lui-même. Il va demander à une entreprise de BTP de construire ce bâtiment qui va être, je sais pas moi, on va pas prendre l'exemple de la prison, qui va être le prochain centre des finances publiques. Donc, l'entreprise de BTP va le faire et l'État va payer cette entreprise de BTP, comme si c'était un client normal. Ça, c'est le marché public. On a aussi la délégation de services publics, où ici, c'est l'organisation privée qui gère le bien public et qui se rémunère selon le résultat d'exploitation du service. Alors, je vous ai mis la gestion des piscines municipales, mais dans la plupart des grandes villes de France, le réseau de tram, par exemple, ou le réseau de bus, c'est de la délégation de services publics. Le transport urbain est censé être un service public, mais la plupart du temps, c'est une entreprise privée qui gère pour le compte de la commune. Voilà, ça, c'est la délégation de services publics. L'entreprise privée gère le bien public à la place de la commune. Alors maintenant, on passe vraiment dans la partie caractérisation. On va commencer par caractériser les administrations et collectivités territoriales. Donc déjà, le but et la production de ces administrations et collectivités déjà est non lucratif. Le but est forcément non lucratif, vu que c'est du service public, on ne cherche pas à s'enrichir, on cherche juste à satisfaire l'intérêt général. Et ces organisations produisent des services non marchands, c'est-à-dire qui sont vendus gratuitement, donc dans ce cas ils ne sont pas vendus, ils sont offerts, ou alors à un prix très faible. Deuxième élément caractéristique, ce sont les statuts juridiques. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a les administrations publiques centrales, qui sont à niveau national. C'est tout ce qui est État en lui-même, ministère, et les établissements publics administratifs qui en dépendent, mais qui sont plus autonomes. On a l'exemple, par exemple, de Météo France. Météo France est une administration publique centrale, mais ce n'est pas l'État, ce n'est pas un ministère, c'est juste une organisation qui est reliée à l'État, donc Météo France. Ensuite, on a les administrations publiques locales, donc les collectivités territoriales, c'est-à-dire régions, départements, communes, groupements de communes, et les établissements publics administratifs qui en dépendent. Les lycées, par exemple. Les lycées ne dépendent plus de l'État, bon, ça va faire bientôt 20 ans que c'est plus le cas, mais les lycées ne dépendent plus de l'État, ils dépendent des régions. Les collèges dépendent des départements, les écoles primaires dépendent des communes. Et enfin, les ressources financières. Il y a des ressources fiscales et non fiscales. Les ressources fiscales, c'est tout ce qui est lié aux impôts. Et non fiscales, c'est les revenus du patrimoine, c'est-à-dire les loyers qui sont reçus par l'État, la rémunération des services rendus. Il y a aussi le fait que les recettes doivent financer des dépenses, parce qu'il y a un budget dans les organisations publiques, un budget dans lequel il doit y avoir autant de recettes que de dépenses. Il y a donc ce qu'on appelle une contrainte budgétaire. Les organisations publiques ne peuvent pas dépenser l'argent qu'elles veulent parce qu'elles doivent forcément avoir autant de recettes que de dépenses. Donc, c'est une contrainte. Maintenant, on passe à la caractérisation des entreprises publiques. Donc là, on a vu tout ce qui était
administration, maintenant, il y a des entreprises publiques, c'est-à-dire des entreprises dont le capital est détenu à plus de 50% par l'État. Normalement, il y a des éléments là-dedans que vous devriez trouver logiques. Déjà, le but et la production réalisée. Le but, là, il devient lucratif parce que c'est public, certes, donc il y a quand même un service public qui est rendu, mais le but devient de plus en plus lucratif. Ce que j'ai noté, petit à petit, les entreprises prennent une logique de profit et parfois malheureusement au détriment de leur mission de service public. Vous avez énormément d'entreprises publiques qui sont critiquées parce que elles sont considérées comme un service public, mais du fait de leur logique de prix, par exemple, ils ont beaucoup de difficultés pour pouvoir être vraiment accessibles à tout le monde. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. L'exemple qu'on utilise le plus souvent, c'est la SNCF, malheureusement, qui est un service public. Elle est détenue à 100% par l'État, mais au vu parfois des prix des tickets, eh ben, on peut se demander si c'est vraiment équitable pour tout le monde, si tout le monde peut vraiment avoir cet accès au train, à ce service public-là. Ensuite, production de services publics considérés comme marchands. On les considère comme marchands, étant donné que les prix sont un peu plus élevés. Et le champ d'action peut être national ou local. Ensuite, les statuts juridiques. Il y a 3 grands statuts. Les sociétés nationales, alors ça, c'est les sociétés dont le capital est détenu à plus de 50% par l'État, donc la Poste, EDF. Les sociétés d'économie mixte, donc c'est les sociétés dans lesquelles le capital est détenu en majorité par l'État et par d'autres établissements publics. Et enfin, les EPIC, les établissements publics à caractère industriel et commercial. Là, ce sont des organisations très spéciales qui n'ont pas vraiment de capital, ne sont pas considérées comme ayant du capital, mais elles sont rattachées à l'État ou à une collectivité territoriale. Vous avez la SNCF, la RATP, France Télévisions, Arte France, etc. Et enfin, les ressources financières, c'est les mêmes que les entreprises privées, avec les apports des associés, les emprunts, les ressources liées à l'activité. Et on parle aussi ici de la distinction entre un usager et un client. Les organisations publiques, la plupart du temps, ont des usagers, c'est-à-dire une personne qui reçoit un service public non marchand. Quand on est dans les entreprises publiques, la plupart du temps, on peut plutôt parler de client. Un client, c'est une personne qui reçoit un bien ou un service privé marchand. C'est ça la différence. Un usager, c'est pour le secteur public. Un client, c'est pour le secteur privé. Donc là, on a terminé la partie organisation publique. Il nous reste maintenant les organisations de la société civile. Alors déjà, les organisations de la société civile ont un but non lucratif, déjà de base. La recherche de bénéfices n'est pas l'objectif premier. Il peut y avoir un profit qui est réalisé, de l'argent qui est gagné par l'organisation, mais il ne peut pas être distribué entre les membres, contrairement à une entreprise. Par contre, il va être réutilisé dans le cadre de la finalité de cette organisation de la société civile. Vu que le terme est un peu long, je me permets, maintenant je vais utiliser le terme OSC, Organisation de la société civile. Alors les OSC peuvent avoir 2 finalités principales, proposer des services non marchands destinés à satisfaire leurs adhérents, tout simplement, ou réaliser une mission de service public pour l'ensemble de la population. Certaines organisations de la société civile réalisent une mission de service public. Les fonctions maintenant des OSC. Alors, première fonction, celle qui est la plupart du temps la plus connue, le partage d'un loisir entre membres. Des associations sportives, des associations de Scrabble, je dis n'importe quoi, des associations de jeux, tout ça, c'est le partage d'un loisir entre membres. Ensuite, on a la défense des intérêts des membres, des associations de locataires, des syndicats, des parents d'élèves, etc. Un rôle caritatif humanitaire, ça c'est des associations qui viennent en aide aux autres, les Restos du Cœur. Là, vous avez l'exemple justement d'une organisation de la société civile qui réalise une mission de service public. Et enfin, l'expression, la diffusion, la promotion d'idées ou d'œuvres. Là, vraiment, c'est un petit peu une catégorie fourre-tout. Des OSC qui veulent diffuser des principes démocratiques, des idées politiques ou des créations artistiques. Alors, comment on peut identifier les OSC? On va parler maintenant des différents types d'OSC, des différents statuts qui existent pour les organisations de la société civile. On a tout d'abord l'association de fait. Alors, vous allez voir qu'en fait, on va avoir 3 types d'associations. L'association de fait, eh bien, c'est pas une association en réalité. C'est juste un groupe de personnes qui s'associent mais qui ne font aucune formalité. C'est un petit groupe qui décide de... en gros, c'est une action collective normale, mais il n'y a aucune formalité qui est réalisée, donc il n'y a pas de personnalité juridique, donc pas de capacité juridique. Ce n'est pas un groupement qui est reconnu par la loi. Ensuite, vous avez l'association loi 1901 déclarée. On précise bien loi 1901 parce que c'est la loi, et l'année qui correspond, qui a mis en place le principe de l'association et qui a fixé les règles
de création, de gestion et de dissolution des associations. Donc on appelle ça une association loi 1901, c'est le nom complet. À partir du moment où elle est déclarée en préfecture, elle a la personnalité juridique. Donc vous avez une association de fait, vous allez la déclarer en préfecture, vous avez la personnalité juridique. Et ensuite, l'association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Donc là déjà, il faut qu'elle ait été déclarée en préfecture, il faut qu'elle existe. Et il faut ensuite que le Conseil d'État reconnaisse son utilité publique. Pour ça, il faut qu'elle ait un intérêt général, un champ d'action qui dépasse le local et avoir au moins 200 adhérents. Elle peut à ce moment-là recevoir des dons, des donations et des legs. Alors, la différence entre dons, donations et legs, elle est assez floue, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Un don, c'est simplement quand vous donnez de l'argent normalement. Une donation, c'est pour une somme beaucoup plus importante et vous êtes obligé de passer par un notaire. Et un leg, bah, ça vient du verbe léguer, c'est quand une personne décède et décide de donner son argent à une organisation, la société civile par exemple. Il faut uniquement qu'elle soit reconnue d'utilité publique pour pouvoir recevoir un leg. Ensuite, on quitte les associations et on passe au syndicat. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est une association de personnes dont l'objectif est la défense d'intérêts professionnels. Une fondation, alors là je vous donne la définition bien juridique, acte par lequel une ou plusieurs personnes décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Donc je vais vous expliquer un peu cette définition. C'est un acte, donc un contrat, dans lequel il y a des personnes qui décident de prendre des biens, des droits ou des ressources qui leur appartiennent et de les donner définitivement à une œuvre d'intérêt général, donc à une fondation. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez une super voiture, vous avez 1 million d'euros, bah vous décidez de donner ce million d'euros et cette voiture à cette fondation, et cette fondation va pouvoir réaliser des activités d'intérêt général et à but non lucratif grâce à cet argent. C'est le principe d'une fondation. Récupérer plein d'argent pour pouvoir ensuite réaliser des œuvres d'intérêt général. Et enfin, les ONG, les organisations non gouvernementales, c'est des organisations qui existent à un niveau international, mais qui sont indépendantes des États. Ce n'est pas un statut juridique, par contre, il faut bien le noter. Ne mettez pas statut juridique ONG. Considérez ça plutôt comme des associations. Mais il faut savoir que ça existe, les ONG. C'est donc des organisations internationales qui réalisent des actions humanitaires, sociales, environnementales, politiques et donc au niveau mondial. Ça, ce sont les ONG. Et enfin, on finit avec leurs ressources humaines et financières de ces OSC, et non pas ONG. Les ressources humaines, vous pouvez avoir des bénévoles, c'est juste des personnes qui offrent leur temps sans rémunération. Les salariés, ça vous connaissez, hein, c'est des personnes qui sont employées et qui reçoivent un salaire. Et enfin, les volontaires, ce sont des personnes qui assurent une mission particulière dans l'organisation et qui derrière perçoivent une indemnité pour ça. C'est pas un salaire, c'est une indemnité. Donc c'est pas lié au droit du travail. Du côté des ressources financières, vous avez des ressources qui proviennent des membres de l'OSC, donc c'est tout ce qui est cotisation. Des ressources qui proviennent des tiers, donc les dons, les legs, les subventions, sponsoring, mécénat, emprunt. Sponsoring, bah, je pense que la plupart du temps connaissent, la plupart d'entre vous, pardon, connaissent le principe de sponsor. Et le mécénat, c'est un petit peu comme le sponsoring, mais avec quelque chose de plus culturel derrière. Et enfin, les ressources provenant de l'activité, bah ça c'est tout ce qui est chiffre d'affaires. L'OSC a peut-être une petite activité de vente, et bien grâce aux ventes qui sont réalisées, c'est une ressource financière en plus. Voilà, donc j'ai conscience que ce chapitre était très long, on est à presque 24 minutes. Donc on va s'arrêter là. Chapitre 2, comment appréhender la diversité des organisations, c'est terminé. On se retrouve au chapitre 3 sur définir le management. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.